Shalom, shalom, shalom. Nous sommes ce vendredi 10 janvier 2020 en clôture de cette semaine et nous sommes bien heureux de vous savoir très nombreux sans doute à nous écouter. Vous qui êtes en ligne aussi bien ici au Togo, en Afrique que dans le monde entier. Michel Kokou Vitogbe Tomega à la console technique pendant que Gérald Akoucha s'occupe de l'émission qui va être diffusée incessamment sur YouTube quand nous aurons fini. Les confrères autour de moi, j'ai deux confrères, un troisième en attente, j'ai deux invités que nous découvrons dans l'ordre d'arrivée. Firmin Teko Agbo, notre grand chroniqueur, comme quelqu'un disait tantôt, bonjour. Bonjour Sasgaou, merci de m'avoir invité et bonne année. C'est un plaisir partagé. Olivier Adja, Arakiri et AfriPresse, bonjour. Oui, bonjour Sasgaou, bonjour à toutes et à tous et aussi bonne année. Merci. Eh bien, nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui deux invités. Le maire de la commune Golfe 3 que nous accueillons dans ce studio, Monsieur Kamal Adjaï, bonjour. Bonjour Monsieur Gao, merci pour l'invitation. Merci. Et puis celui qui est l'une de nos personnes ressources ici au Club de la Presse, le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon, bonjour. Bonjour et bonne et sainte année à tous nos auditeurs et auditrices. Merci. Comme je l'ai dit déjà toute la semaine, nous avons souhaité avoir le Père Afognon aujourd'hui pour qu'il nous traduise lui-même les termes de cet appel qu'il a lancé depuis le début de la semaine à tous les candidats en liste pour la présidentielle 2020, comme nous aimons le dire. Avec l'espoir que nous aurons le troisième confrère ici, mais déjà on peut découvrir la pensée du jour que nous tirons de Martin Luther King, qui a écrit « Si tu ne peux pas être un buisson, sois un arbre. Si tu ne peux pas être un soleil, sois une étoile. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance avec tous les moyens, chacun avec les moyens de bord, essayons de faire quelque chose. Et comme ça, on dira que nous avons planté un arbre quand nous ne serons plus. Marc Aboflan, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous les fidèles du Club de la Presse. Merci. Eh bien, en début de cette émission, nous voudrions exprimer une intention pieusement priante avec Monseigneur Nicodème Anani Bariga Nicodème, qui sera intronisé demain 5e archevêque métropolitain de Lomé. Ce sera donc demain, samedi 11 janvier 2020. La cérémonie de prise de possession canonique se déroulera à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Et à l'issue de la cérémonie, Monseigneur Bariga Bénissan va ainsi succéder à Monseigneur Denis Komivi Amouzou Djakpa, qui deviendra par voie de conséquence archevêque émérite de Lomé aux côtés de Monseigneur Philippe Kossi Fanoko Podro. Mon père Afognon, la cérémonie sera grandiose demain à la cathédrale de Lomé. Je dirais simplement que tout se fera pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de la nation, le salut des hommes et des femmes. Et donc, je sais que la célébration eucharistique, ce sera demain à 9h à la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Merci. Je ne vous demande pas si vous y serez. J'y serai parce que je suis fils de l'Église, je suis prêtre de l'Église catholique et je suis aussi togolais. Et donc c'est un événement et pour le pays et pour l'Église universelle ainsi que l'Église catholique au Togo. Je me rappelle lorsque Monseigneur Denis Amouzou Djakpa prenait le siège de Lomé, je crois que c'est créé en 2006-2007, c'était un cardinal qui avait présidé la cérémonie. Est-ce qu'il en sera de même demain avec Monseigneur Bariga Bénissan?
a dit vrai. Je pense qu'il y aura des évêques d'autres pays, frères, mais Monseigneur Denis a été ordonné. Et pour ordonner évêque ou évêque, parce qu'ils sont tous évêques, les autres, ceux qui viennent, ce sont des distinctions et des titres. Donc, il faut qu'il y ait un cardinal assisté de 2 autres évêques pour ordonner un évêque. Voilà pourquoi il y avait un cardinal qui a ordonné Monseigneur Denis. Monseigneur Bariga étant déjà évêque, c'est un transfert du diocèse d'Interkpamé vers l'archidiocèse de Lomé. Je crois qu'il n'y a pas obligation qu'il y ait un cardinal, liturgiquement parlant, mais je ne sais pas s'il y aura tel ou tel autre qui sera à l'événement. Dans tous les cas, des évêques d'autres pays seront présents pour cet événement hautement spirituel. Eh bien, merci beaucoup, mon père. Apprenti chrétien catholique, nous sommes. Encore une fois, nos intentions priantes avec Monseigneur Bariga pour que il puisse insuffler une nouvelle énergie, non seulement à l'archevêché de Lomé, pourquoi pas à toute l'église famille de Dieu du Togo. Amen. Marc Abolfin, rebonjour. Bonjour, Sas. Eh bien, la première actualité, ou bien la deuxième actualité, c'est avec vous, parce que je lis à la page 2 du confrère Le Canard Indépendant, Média, la 6e édition des Journées Portes Ouvertes aura lieu la semaine prochaine à Kara, et pendant que Togo Matin, lui aussi, écrit que au menu des JPO de la presse à Kara, il y aura sûrement la couverture médiatique de la présidentielle 2020, le code de la presse qui vient d'être modifié par l'Assemblée nationale, un projet de grille tarifaire. Voilà quelques sujets qui seront sans doute au menu des JPO de la presse à Kara, tel que Togo Matin l'écrit. Oui, bien évidemment. Vous savez, les journées portes ouvertes de la presse sont pour la presse entière une célébration, une rencontre annuelle initiée par le Conseil national des patrons de presse depuis 6 ans déjà, où les journalistes vont à la rencontre de leurs lecteurs, de leurs auditeurs. Parce que vous savez, le monde des médias fait partie des professions les plus critiquées, souvent pour manque de professionnalisme. Mais ceux qui sont derrière et qui sont des consommateurs des produits d'information ne connaissent pas véritablement les conditions dans lesquelles nous faisons notre pratique. Et donc, pour nous, au CONAP, il est question pour nous de rassembler la presse chaque année et de l'amener à la rencontre de la population. 4 éditions se sont déjà passées à Lomé. L'année passée, nous avons réussi quand même le pari de délocaliser pour une fois ces journées portes ouvertes à l'intérieur du pays. Donc nous étions à Sokodé. Cette année, et sur sollicitation des autorités de la ville de Kara qui ont apprécié ce qui s'est passé à Sokodé, nous allons nous rendre à Kara. Ce sera du 14 au 18 janvier prochain pour ces journées portes ouvertes. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Togo Matin l'a si bien retracé, ces journées portes ouvertes sont placées sous le thème les médias facteurs de cohésion sociale, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir le contexte dans lequel nous sommes. Nous préparons une élection présidentielle et dans nos pays, ces élections présidentielles sont souvent des périodes délicates où la cohésion sociale, le vivre ensemble peut être affecté. Et donc, nous voulons rappeler à nos médias quel peut être notre rôle dans la préservation de ce tissu social des fois fragile. Et donc, comme le disait Togo Matin, nous allons avoir une conférence inaugurale avec le thème des journées portes ouvertes. Nous allons aussi aborder le nouveau code de la presse, puisqu'il y a un nouveau code qui est adopté. Et il faut que les professionnels s'en approprient pour l'utiliser à bon escient, ou en tout cas tirer le maximum de profit de ce nouveau code de la presse. Ensuite, nous aurons également un workshop sur l'utilisation des médias sociaux en période pré- et post-électorale pour préserver un peu le vivre ensemble. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dynamique nationale de professionnalisation des métiers de médias. Et nous, au niveau des patrons de presse, nous avons jugé important d'aller à une grille tarifaire commune de nos prestations médiatiques. Parce qu'aujourd'hui,
Chacun appelle les médias, chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, en fonction de ses humeurs, en fonction de son bon vouloir. Et donc, nous allons rassembler tous les patrons de presse, toutes les autres organisations, les médias, tous les types de médias, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, les radios, les télés, pour décider ensemble d'une grille tarifaire que nous allons désormais imposer aux consommateurs de nos produits. Et bien évidemment... On n'impose pas. Disons que la presse va convenir, va adopter plutôt une grille tarifaire. Parce que qui dit imposer, ça peut être mal perçu. Ça peut être mal perçu, ok. Et au-delà de tout ce que je viens de citer, vous savez, les JP aussi pour nous avant toute une célébration. Et donc, il y a les programmes habituels, l'exposition que nous faisons. Nous avons aussi les émissions en live, le Club de la presse notamment, qui nous a promis d'être délocalisé, en tout cas sur 2 jours, à l'université de Kara. En tout cas, nous avons l'expertise de délocaliser le Club de la presse. Et au-delà du Club de la presse, nous aurons également un éco-jogging géant dans la ville de Kara, plus beaucoup d'autres activités pour toutes les populations de Kara qui viendront à la rencontre du monde des médias. Merci. La presse qui va se transporter à Kara pour s'ouvrir davantage aux Togolais de cette région. Seulement un petit conseil de confrères. L'harmattan est plus intense à Kara qu'à Lomé. Eh bien, de la commune de Kara qui accueille la presse la semaine prochaine, nous descendons ici dans la commune Golfe 3 avec l'honneur d'avoir le maire, M. Kamal Adjahi. Rebonjour. Bonjour, Sas. Dites-nous d'abord, il y a quelque temps, vous étiez dans ce studio en votre qualité de Togolais de la diaspora. Maintenant, vous retrouvez, comme dirait un mécanicien, les mains dans le cambouis. Quelles sont vos premières impressions de Togolais de la diaspora, redevenu maire ici de la commune de Golfe 3? Tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation encore une fois. Je pense que à présent, il est temps de laisser derrière l'étiquette de Togolais de la diaspora. Nous sommes dans l'action, dans la participation au développement du pays maintenant. Et depuis peu, nous sommes à la tête de la commune Golfe 3. Vous savez, l'action, le développement d'une commune, d'un pays, c'est pas chose facile. Donc, nous avons pris les choses avec beaucoup de sérénité. Et au jour le jour, nous menons notre action conformément à l'ambition qui est donnée au pays, au développement, l'élan qui est impulsé au pays. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique et nous posons des actes. Notre défi au jour d'aujourd'hui, c'est d'abord de faire asseoir les institutions communales et petit à petit, je pense qu'on fera notre chemin. Justement, à propos des institutions communales et des services que vous rentrez à vos administrés, je me rappelle, il y a quelques jours, le confrère en ligne Gapola.net écrivait que vous, Kamal Adjahi, maire de la commune Golfe 3, vous ambitionnez de mettre fin à ce que vous appeliez l'incurie administrative. En français facile, qu'est-ce que ça dit? Bon, tout d'abord, nous ambitionnons pas, mais nous avons déjà commencé et je pense que ce travail, c'est au mérite de tout le personnel et de toutes les personnes actives au sein de la commune du Golfe 3. Au jour d'aujourd'hui, pour l'exact, il faudrait qu'on arrive à un schéma où les citoyens passent le moins de temps possible dans les administrations. Parce que en réalité, c'est l'économie qui développe le pays. Il faudrait qu'il ait plus de temps à consacrer à son activité économique et nous servons de support. Donc nous devons lui faciliter au maximum la vie, le travail. C'est pour ça que nous avons décidé et nous avons mis en place des systèmes qui permettent de traiter rapidement les dossiers en moins de 2 heures de temps. Au jour d'aujourd'hui, la tendance est de se rapprocher vers le minimum. Si on arrive un jour à 10 minutes, c'est tant mieux. Donc on s'inscrit dans cette logique de rendre beaucoup plus dynamique la chose et de faciliter au maximum la vie de nos concitoyens. Et toujours pour vous administrer et nous tous, quels sont les services que vous, votre commune, vous rendez à vos administrés? Comme toutes les communes d'ailleurs, commençons déjà simplement par les services de légalisation des actes administratifs, en passant par aujourd'hui la commune, elle est autonome. C'est comme j'ai l'habitude de le caricaturer en disant c'est une part de responsabilité dans le pays. Donc nous avons en compétence le développement économique de nos territoires, les travaux d'assainissement, d'entretien des routes, tout ce qui peut rentrer dans le cadre d'une politique de développement. C'est de notre responsabilité demain. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il y a l'État au-dessus avec qui nous menons une parfaite coordination
pour que les choses avancent au mieux. Donc les politiques sont définies au niveau national et nous, au niveau communal, nous essayons de les dupliquer et de faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les deux. Merci. Alors, un auditeur voudrait savoir où se trouvent vos services de la commune Golfe 3. La commune Golfe 3 est située à Déhuy, juste en face des rails, au niveau de l'ancien Uniprix. Donc vous avez un bâtiment avec un drapeau, ça on ne peut pas le louper, avec un drapeau flottant. Donc c'est juste là le siège de la commune Golfe 3. Merci Monsieur Kamal Adjaï. Nous allons également vous écouter lorsque nous allons aborder le long chapitre du processus de l'élection présidentielle. Mais dernière actualité que nous devrions également partager avant d'aller à la politique, c'est ce que je trouve dans des journaux, notamment chez vous, Olivier Adja, votre journal Harakiri, paru aujourd'hui. Je lis à la page 4 que le groupe allemand Heidelberg Cement va investir 30 millions de dollars américains au Togo. Ce sera dans le sens de l'accompagnement du PND. Oui, c'est lors d'une conférence de presse que ce groupe a organisé jeudi, je crois, au mercredi dernier, donc pour annoncer aux Togolais qu'il a décidé donc d'investir jusqu'à 30 millions de dollars dans d'abord l'agrandissement de la capacité de son usine ici de Lomé, de Simtogo, afin de s'offrir un nouveau broyeur et aussi de permettre donc à ces structures de produire en plus grande quantité le ciment. Donc ils inscrivent cet investissement dans le cadre du PND, donc dans le cadre du PND, pour permettre à l'État togolais qui fait appel aux investisseurs pour répondre plutôt donc à cet appel. Et ils ont annoncé aussi qu'ils sont en train d'étudier donc la possibilité de revoir à la baisse le prix donc des produits du ciment en général, puisque les consommateurs, c'est une demande que les consommateurs font de façon itérative. Voilà donc entre autres ce que les premiers responsables de Simtogo ont extension annoncé. de leur usine, notamment par un nouveau broyeur. Cela va s'accompagner non seulement du financement, mais également de création d'emplois. Absolument. Et ils disent également, je le lis chez vous, que les matières premières qu'ils vont transformer viendra de Scan Togo. Absolument. Donc vous savez que Scan Togo est situé dans la localité de Tablibo, du moins de Yoto, et qui produit le clinker pour non seulement Simtogo, mais aussi pour certaines cimenteries de la sous-région. Mais Simtogo dit que la majorité donc de la matière première qui seront utilisées ici à Lomé va venir plutôt donc de Scan Mintogo, qui est situé dans la presqu'île de Yoto. Et ce groupe industriel qui met également un point d'honneur à l'environnement, notamment ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Simtogo en est conscient et pilote déjà des actions dans ce sens-là avec des projets encore à venir. Absolument. Simtogo a beaucoup donc d'actions, surtout sur le plan donc de la responsabilité sociétale. Lorsque vous allez donc à Tokpli et dans certaines localités donc de la préfecture de Yoto, vous verrez tout ce que Simtogo est en train de faire en faveur d'abord de l'éducation, mais aussi de l'électrification rurale et de l'accompagnement même donc des populations à la base. Mais il faut pas aussi oublier la localité d'Awangelo où ils ont donc une cimenterie aussi implantée là-bas, donc à Kara, où ils mènent aussi des activités en matière de responsabilité sociétale par l'accompagnement des populations, des communautés à la base. Merci beaucoup Olivier pour le partage de cette information. Encore une fois, la pensée du jour, même si comparaison n'est pas raison, si tu ne peux pas être un buisson, sois un arbre. Si tu ne peux pas être un soleil, sois une étoile. Si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais avance quand même avec tous les moyens en ta possession. Maintenant, nous ouvrons le grand chapitre de l'élection présidentielle 2020. Et comme nous le faisons, nous le séquençons module par module. Le premier module que nous développons dans ce sens, c'est les candidatures. Et comme l'écrit ici bien Togo Réveil,
clôture du dépôt des candidatures pour la présidentielle 2020, 10 dossiers ont été enregistrés par la CENI. Et l'Union pour la patrie donne la même information et ajoute que les conditions légales exigées ont eu raison des ambitions de certaines personnes qui avaient été déclarées candidates même investies. Voilà, Firmin Tekou Agbo, les 10 noms là, vous les connaissez. Voulez-vous nous parler des 10 noms qui ont confirmé leur dossier ou bien de ceux qui se sont annoncés et qu'on n'a pas pu retrouver? J'ai l'impression que les Togolais ne connaissent pas leur pays. Et c'est ce que nous avons essayé de voir un peu dans l'annonce des candidatures. Au départ, il y avait une vingtaine et aujourd'hui, la CENI a enregistré 10. Parce que peut-être certains n'avaient pas d'argent, passons pas de 20 millions, ce n'est pas de la blague. Les gens, moi, je me suis 20 millions de francs pour le cautionnement. Pour le cautionnement, donc il faut avoir 20 millions. Et quand les gens s'annonçaient candidats, je me demandais s'ils avaient ces 20 millions-là. Donc au finish, on s'est rendu compte que ces gens-là, c'était des pauvres qui voulaient postuler. Donc c'était un peu difficile, de postuler. Par rapport aux 10, vous les connaissez déjà. Il y a Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, celui-là qui, bon, à mon sens, qui va gagner au premier tour. On t'en tient pour candidature pour le moment. Oui, donc Faure Gnassingbé, donc vous connaissez sa force, ses forces et ses faiblesses. Nous allons analyser les forces et les faiblesses des autres. On appelait seulement la liste on dirait que je suis un peu pressé ce matin. Un peu, vous allez un peu trop vite en besogne, mais comme vous avez commencé, listez-nous les 10 candidats. Il y a Faure Gnassingbé, il y a Obenton, il y a Tiasona Traoré, il y a Komi Olu, il y a Jean-Pierre Fabre, il y a Aguem Kodjo, il y a Petit Goyawa, la seule dame de la liste. Il y a Maître Mohamed Tiasona Traoré. Oui, déjà passé. Donc, voilà en gros les 10. Merci. Les 10 que nous avons déjà cités hier. Olivier Adja, bon, ceux qui se sont déclarés, même investis, mais qu'on ne retrouve pas sur la liste, chacun a ses raisons. Pour Djerry Tama, il dit qu'il a tenu un conseil national qui a décidé plutôt que le parti, le net, privilégier les élections régionales à venir. Donc, il y a Soter Caus, un autre là qui s'inscrit plutôt dans la dynamique de Monseigneur Podjro pour soutenir le candidat unique de Podjro. C'est Gamessou. Bon, il y a le pasteur. Il n'y a pas eu. Gabriel Sodi qui a dit qu'il veut plutôt consacrer les 20 millions de francs de cautionnement à des actions sociales. Mais je n'ai pas écouté la raison pour laquelle Pasteur Edo n'est pas sur la liste. Pasteur Edo, je pense, son mouvement a sorti un communiqué récemment pour dire que en fait, c'était parce que la CENI, justement, avait décidé, contrairement à ce que la CENI même avait publié au début, avait décidé de ne pas enregistrer leur candidature. Maintenant, il y a entre les raisons évoquées par les uns et les autres et les raisons réelles. Et je pense qu'au niveau de beaucoup de candidats qu'on ne retrouve pas sur cette liste-là, c'est le fait justement de n'avoir pas pu mobiliser les 20 millions qui devraient servir de caution. Merci. Voilà les 10. Mais il faut préciser, Olivier, que selon la loi, les 10 dossiers là ont été enregistrés à la CENI, qui va les transmettre au ministère de l'administration pour enquête administrative. Ensuite, les dossiers seront convoyés à la Cour constitutionnelle, qui a la prérogative de les valider. Et c'est au soir du 28 janvier que nous saurons si les 10 listes seront définitivement validées ou bien s'il y a éventuellement des noms qui en sortiraient. Je parle au conditionnel. Oui, bien sûr, c'est le processus. La CENI l'a d'ailleurs annoncé qu'elle va déposer donc la liste ou les dossiers qu'elle a recueillis au ministère donc, de l'administration territoriale. Je crois qu'il fera un travail d'enquête autour donc de ces personnalités et ensuite ces dossiers vont être transportés sur la table de la Cour constitutionnelle qui va aussi faire un travail et après maintenant la liste définitive va être annoncée. Peut-être que certains vont être recalés pour des raisons
ou d'autres raisons, ou peut-être que tous peuvent être conservés. Donc, attendons encore de voir, ce n'est pas encore la fin ou la liste définitive pour ces élections-là qui sont actuellement disponibles. Mais j'aimerais quand même faire une parenthèse en disant que Marc Aboflan dit que pour les candidats qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, il y a une raison, c'est que c'est une raison économique. Mais je crois que l'autre raison aussi, et qu'on ne le dit pas, c'est que certains candidats avaient dans leur subconscient cru que le candidat Fogna Singbe n'allait pas se présenter. Donc, lorsque ils ont, et j'ai discuté avec certains candidats qui l'ont reconnu, que lorsqu'ils ont appris qu'il était finalement dans la course, ils se sont dit, bon, on va pas aller perdre nos sous pour... voilà, donc... c'est ce que ces candidats vous ont confié. Oui, en aparté. Okay, nous en prenons acte. Monsieur Adjaï, vous êtes le maire, mais un maire doit pouvoir parler politique aussi. Absolument. Eh bien, 10 candidats qui ont déposé leur dossier, quelque part, on peut y voir un certain engouement au sein de la classe politique pour les élections, d'autant plus que des noms comme Guillaume Kodjo, comme Fabre Jean-Pierre, même Notre-Dame, Madame Kwetiglo, Aimé Gogué, politiquement, des gens qui viennent de bords différents, on peut y trouver un certain engouement, sauf que, dans le même temps, il y a des gens qui ne s'inscrivent pas dans la dynamique de ces élections, pour des raisons également qu'ils évoquent. Vous connaissez certainement le cas du PNP de Tikpi Achada. Vous connaissez également les raisons évoquées par le cas de son président, Maître Agboibo. Il y a même des organisations de la société civile comme le Fonds citoyen Togo Debout et Synergie qui évoquent des arguments. Et il y a 48 heures, ces 3 personnalités, à savoir Oro Tikpa Tchatikpi, Jimo Ore et Nathaniel Olympio, qui également évoquent des raisons pour dire que l'élection à venir est illégale pour des raisons que nous connaissons déjà. C'est sans doute un peu ce que le confrère L'Alternative écrit aujourd'hui et qualifie le processus électoral de la présidentielle 2020 comme une aventure ambiguë. Alors vous, quelle est votre lecture de ce processus électoral? Personnellement, je n'ai pas à commenter les raisons ou les intentions des uns ou des autres. Tout ce que je peux dire, c'est ce qui a déjà été dit par les frères ici présents. Je pense que d'aucuns, ils savent très bien qu'ils ne feront aucun bon score à la présidentielle. Donc, il faut forcément trouver des arguments pour animer un peu l'opinion nationale. Quand vous regardez la liste de toutes les candidatures, il y a une seule candidature qui valablement sort du lot, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez vu l'engouement que suscite la candidature du président de la République. Je pense que déjà... Disons plutôt le candidat de UNIR. Le candidat d'UNIR. Vous avez vu l'engouement que, qu'on le veut ou non, le candidat d'UNIR, il est le président de la République. Mais vous voyez l'engouement que sa candidature suscite, toutes les adhésions positives. Je pense que il y a plus de commentaires à faire là-dessus. La victoire, elle est bien et belle assurée. Merci. Eh bien, mon père, nous connaissons les prises d'opposition des bords politiques et du monde associatif. Ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas, ceux qui n'y croient pas. J'ai évoqué tantôt la sortie de Front Citoyen Togo Debout et de Synergie qui ont sorti des déclarations. Ils ont même adressé une lettre ouverte au président de la République pour contester la mise en place de la nouvelle Cour constitutionnelle. Mais il y a quelque temps, on sentait beaucoup des réactions de mouvements des forces vives, Espérance pour le Togo. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore de communiqué de presse de ce mouvement dont vous êtes, si je me trompe toujours, l'un des porte-parole. Oui, bien sûr. Ben, je voudrais d'abord dire que comme Togolais, nous devons nous respecter et prendre très au sérieux l'argument de chacun. Peu importe qu'il soit grand candidat, petit candidat, je suis un peu mal à l'aise qu'on puisse dire que des gens ne se présentent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je crois que c'est pas suffisamment respectueux. Les raisons qui ont poussé les uns à se présenter d'abord comme candidat et ensuite à se retirer, bon, il vaut mieux qu'ils mettent ça à la place publique qu'on en débatte. Et je crois que avec tout le respect que j'ai pour les différents candidats, je n'ai pas à les séparer. Ils sont tous candidats, fils et filles du Togo, pour compétir.
il reviendra aux électeurs de pouvoir les départager. Et je crois que c'est très important que nous n'anticipons pas, parce que si nous voulons des élections apaisées, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle l'impartialité. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être neutre. C'est normal qu'on ait dans le cœur un candidat. Ça, c'est bien. C'est très bien même. Mais à vouloir devancer le rythme, comme je viens de l'entendre, je pense que c'est pas bien. Parce que ça expose au fait que certains auditeurs sont tout de suite plus ou moins heurtés et ils se disent, mais l'émission c'est pour faire déjà la campagne d'un candidat en faveur d'un autre. Je crois que nous sommes là pour éclairer l'opinion. Et par rapport aux 10 candidats, moi je n'ai rien à dire. Il y a des institutions de la République qui doivent valider leur candidature. Le processus est en cours. Je pense qu'ils vont arriver au bout. Et puis après, nous les électeurs, nous allons choisir qui peut mieux nous gouverner. Et pour le moment, je m'en tiens à ça. Pourquoi Espérance pour le Togo n'a pas sorti de communiqué? Mais je pense que c'est pas en parlant tout le temps qu'on est nécessairement en train de travailler dans le pays. Le silence ne veut pas dire inaction. Et il faut aussi respecter des organisations comme Fonds Citoyen Togo Debout, Synergie et d'autres qui ont eu à émettre leur point de vue. Et c'est ce respect qui permet à une nation vraiment de se mobiliser pour aller davantage vers la démocratie. Parce que la démocratie suppose pluralité et respect les uns des autres. Merci pour ce premier tour. Nous enchaînons avec maintenant les forces et les faiblesses de ces 10 candidats en liste. Encore une fois, sous réserve que la Cour constitutionnelle nous donne la liste définitive le 28 janvier prochain. Mais d'ici là, des journaux, dont ici je prends à tout hasard 2, Liberté qui écrit présidentielle 2020, forces et faiblesses des 10 candidats retenus. Arakiri aussi qui procède, qui fait une analyse des forces et faiblesses des candidats engagés. Firmin, vous vouliez aborder ce sujet. Maintenant, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais placer un mot au père. Mon père, je respecte votre onction. Vous êtes un homme de Dieu que je respecte beaucoup. C'est la première fois que je vous vois. Merci. Et ça me fait très plaisir. Je suis honoré. Sauf que dans tout ce que vous avez dit, vous avez parlé comme si vous étiez à l'église. Alors que nous ne sommes pas à l'église. Vous êtes là pour le bon et le méchant. Or, nous sommes en politique, nous parlons politique. Notre métier, notre profession nous donne droit ou la possibilité de critiquer et de lancer des petites piques. Et donc, ce que nous sommes en train de faire dans cette salle, c'est juste notre profession qui nous en donne l'autorisation. Alors, par rapport aux faiblesses et aux forces de ces différents candidats, je pense que moi, à un moment donné, je ne voulais plus trop parler de 2020. Parce que pour moi, depuis 2019, 2020 était déjà plié. 2020 était déjà plié pour celui-là qui est au pouvoir, qui s'est déclaré candidat il y a de cela quelques jours, qui a dit en toute humilité, j'ai dit oui à mes militants. 2020 était plié parce que je me disais que celui-là qui est au pouvoir, dont son parti a remporté les législatives, dont son parti a remporté les locales, était bien parti pour gagner. Donc la surprise aurait été que Faure Gnassingbé n'en sorte pas gagnant ou vainqueur de ce scrutin à venir. Et je me dis même qu'il sortira peut-être avec 58 ou 61%. Donc il a tout en sa faveur. Il a aujourd'hui l'électorat qui est en sa faveur. Quand on parle des résultats des législatives et des locales, son parti est sorti avec plus de 60%. Donc, sur le plan électoral, scientifiquement, à moins qu'il y ait une situation de force majeure qui bouleverse les donnes. Sur le plan scientifique, sur le plan électoral, je pense que Faure Gnassingbé est bien parti. Aujourd'hui, sur le plan international, Faure Gnassingbé est en train d'avoir une certaine adhésion. Quand on voit le Togo aujourd'hui qui vient de très loin avec ce que nous avons connu, le Togo qui a quitté 2005 où les indicateurs étaient rouges, et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, avec le doing business que nous venons d'avoir, avec toute la communauté internationale qui se mobilise autour de Faure Gnassingbé, je me dis que Faure Gnassingbé a l'appui de la communauté internationale, il peut remplir, il peut aller et gagner. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé a l'appui de l'armée.
Ce que les gens ne savent pas, il y a des gens qui critiquent souvent l'armée togolaise comme quoi l'armée ne doit pas choisir de camp. Ou aujourd'hui, la sécurité du monde, c'est l'armée. Aucun président dans ce monde ne peut venir au pouvoir sans le soutien de l'armée. Ce n'est pas possible. Donc, en somme, vous ne voyez que des forces pour le candidat Faure Gnassingbé. Oui. Est-ce que vous lui trouveriez quand même une faiblesse? Oui, la faiblesse, je vais en parler. La faiblesse aujourd'hui, c'est que aujourd'hui tous les Togolais aujourd'hui ne mangent pas encore à leur faim. Là, sur ce point, il a échoué. Parce qu'il a déclaré ce mandat social. Et tous les Togolais n'arrivent pas encore à s'assurer 3 repas par jour. C'est difficile. Dans ce sens-là, lorsqu'il disait oui à ses militants, lui-même l'a reconnu qu'ils n'ont pas pu tout faire. Qui n'ont pas pu tout faire. Aujourd'hui, si les gens tombent malades, quand ils vont à l'hôpital, il faut qu'ils souffrent avant qu'on s'occupe d'eux. Sur le plan santé, je me dis que Faure Gnassingbé... Quand ils ont un hôpital à proximité. Oui, donc sur ce point, sur le plan santé, sur le plan santé, sur le plan éducation, je me dis, il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais politiquement, moi, je n'ai pas grand chose à dire. Mais en ce qui concerne l'autre candidat... Oui, bon, les autres aussi, on va écouter un peu aussi les autres. Olivier Adja, vous aussi, vous avez procédé à une analyse des forces et des faiblesses des 10 candidats en lice. Oui, bien sûr, ça, et vous savez, tous les candidats ont des forces, tous les candidats ont des faiblesses, et y compris Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé, j'estime même qu'il a aussi beaucoup plus de faiblesses même que de force. Parce que lorsque vous êtes au pouvoir et vous êtes un président sortant, et il faut reconnaître que vous avez plus de difficultés ou du moins vous avez plus de regard sur votre mandat. Et Faure Gnassingbé nous a annoncé un mandat social. Et le mandat social, certes, il a fait un effort pour se rattraper dans les dernières années, mais en réalité, le mandat social est encore approuvé. Et ça, ne le demande, en tout cas, avons la force de le reconnaître. Et aussi, vous reconnaissez avec moi que le 2017 a été une année très difficile pour le Togo. Nous sortons d'une crise qui est une crise politico-sociale. Et cette crise-là, elle a pris fin avec l'intervention de la CEDEAO. Mais bon, pour le moment, il y a encore certains germes qui n'ont pas encore quitté. Il y a c'est une partie des Togolais qui sont mécontents et peut-être qui vont vouloir, en tout cas, faire un vote de sanction contre Faure Gnassingbé. Mais ses forces, il faut le dire aussi, c'est que il a pu créer une atmosphère, ou du moins il a pu maintenir la paix et la quiétude dans notre pays, ce qui est une denrée rare aujourd'hui dans la sous-région. Notre pays est envié par certains pays de la sous-région qui ont du mal à se retrouver. Mais je ne vais pas seulement m'atteler sur Faure Gnassingbé. Il faut parler par exemple de Jean-Pierre Fabre, et que nous disons que Jean-Pierre Fabre c'est le canard boiteux donc de la classe. Et pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui va pour la 3e fois à une élection, qui a toujours perdu cette élection, même si voilà, il y a eu des réclamations. Officiellement, il les a toutes perdues. Et son âge aussi faisant, s'il perd cette élection, je crois que les postes sont fermés. À ce niveau-là, Fabre est à sa 3e élection présidentielle. Mais il faut ajouter que à chaque fois, aussi bien en 2010 qu'en 2015, il s'en était sorti avec des scores honorables. Il arrivait directement derrière. Oui, mais on parle de la conquête du pouvoir, on ne parle pas du deuxième de la classe. C'est-à-dire, s'il faut être deuxième de la classe, on va en débattre. Mais on dit qui peut avoir la chance de prendre le pouvoir. Donc, mais Fabre a pour lui d'être d'abord un homme déterminé, un homme qui a une abnégation sans égale et qui a un courage sans pareil, qui a aussi un parti, un appareil politique derrière lui et bien implanté dans le pays et qui a des relations aussi affirmées à l'extérieur du pays. Je vais terminer sur Agueyome Kodjo. Là, on ne le présente plus. Il faut le présenter. Non, j'ai dit on ne le présente plus vraiment parce que c'est quelqu'un qui a occupé toutes les hautes fonctions dans notre pays, qui a des réseaux partout, jusqu'à l'Élysée lui-même. Il s'en glorifie. Et au niveau du UNIR ou du parti au pouvoir, il dit qu'il a des amitiés et qu'il est l'homme qui peut convaincre le parti au pouvoir à laisser le pouvoir à un opposant. Il a des faiblesses. De par son militantisme dans le RPT, de par voilà donc certains
crimes qui auraient été commis et dont il se défend alors qu'on l'accuse de les avoir commis. Donc voilà des analyses que nous avons faites. Merci Bouflan, Firmin et Olivier ont déjà abondamment parlé de Fabre, de Agboyome, de Faure. Je voudrais que vous partagiez plutôt avec nous votre lecture des autres candidats. De cet autre candidat. Voilà. Malheureusement, je trouve que l'enjeu véritable pendant ces élections-là, ces 7, ce sont plutôt ne sont pas d'enjeux, ne sont pas de taille. Goguet, Chassona, il ne faut que prendre leurs résultats individuels. Docteur Aubinton, l'autre médecin aussi, santé du peuple. William Cresson. Je pense que tous les 7, au-delà de la dame, la seule dame dans cette course, ont le mérite quand même d'exprimer, je pense, leur candidature, un certain début de vitalité de notre démocratie, et le fait aussi que les réformes qui ont été faites permettent, justement, parce que c'est la première fois qu'on a jusqu'à 10 candidats à une élection présidentielle. Mais moi, je voudrais revenir sur peut-être les forces et faiblesses de ces trois-là, surtout sur des aspects que mes confrères n'ont pas abordés. Toujours à Faure, Fabre et Agboyome. Bien évidemment, parce que je trouve que c'est entre ces trois-là que ça va véritablement se jouer au soir du 22 février prochain. Alors, Faure Gnassingbé, au-delà de tout ce qu'on peut lui trouver comme force, a une faiblesse principale. C'est d'avoir justement dirigé le pays les 15 dernières années. Et quand vous connaissez le contexte international qui a la limitation de mandat, quand vous mettez à côté les récentes déclarations de Faure lui-même, sa représentation même déjà est une de ses premières faiblesses. Maintenant, au-delà, comme l'on dit mon confrère, il y a son bilan, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Il y a le côté social où, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de bien-être social, il n'a pas réussi le pari de porter les Togolais à un autre niveau. Je ne veux pas m'appesantir sur les forces parce que je pense que tous les Togolais peuvent identifier les forces de chacun des candidats. Jean-Pierre Fabre, sa principale faiblesse, c'est de n'avoir pas eu véritablement de victoire ces dernières années. Il n'en a ni eu de petite ni de grande. Il a été chef de file de l'opposition. On n'a pas pu faire les réformes. Il n'a, peut-être à part l'accord politique global même dont l'UFC s'est débiné, l'ancien chef de file de l'opposition n'a aucune victoire aujourd'hui, aussi minime qu'elle soit, à s'accrocher. On peut peut-être dire qu'il est maire de la commune Golfe 4, mais là encore, pour quelqu'un de sa carrure, quelqu'un de sa statut, je trouve que c'est une très petite victoire. Maintenant, parlant d'Agboyome Kodjo, Agboyome Kodjo, à mon avis, a peut-être les relations avec lui, a peut-être l'expérience d'homme d'État avec lui, mais n'a pas l'assentiment au sein de la population togolaise. Et quand vous prenez les derniers résultats, la mobilisation même que dégage Agboyome Kodjo, vous n'avez pas véritablement l'impression que c'est quelqu'un qui s'est mobilisé. La preuve aux dernières élections boycottées par une bonne partie de l'opposition. Si Agboyome véritablement avait du poids au sein de la population, on aurait quand même pu voir ce qu'il a mobilisé. Mais on a vu ces résultats à ces élections législatives-là et à mon avis, ce n'est pas fameux. Maintenant, pour les 7 autres candidats, je pense qu'il y aura de nouvelles figures sur la scène politique. Et je pense que c'est la seule chose qu'on peut saluer. On a vu un certain Aubinton émerger, on a vu de nouvelles têtes émerger. Ça change quand même de ce qu'on a vu depuis les 20-30 dernières années. Pratiquement les mêmes têtes qui sont dans le paysage. Maintenant, on verra au soir du 22 février les résultats. Dans le cas d'Agboyome, il y a derrière Agboyome un certain Philippe Kanoko Kodjo. C'est une force indéniable parce que... Moi je ne parle pas des forces des candidats, je préfère m'appesantir sur leurs faiblesses. Merci. Bon, apparemment dans cette scène, c'est moi qui ne parle pas beaucoup. Vos analyses s'apesantissent beaucoup plus sur 3 noms, à savoir Faure Gnassingbé, Fabre Jean-Pierre et Agboyome Kodjo. C'est un peu ce que fait également Togo Matin, qui lui aussi met à la manchette les 3 candidats, à savoir Faure, Fabre et Agboyome. Et Arakiri, dans sa parution du 8 janvier dernier, se demandait
si Faure Gnassingbé va être le Marc Christian Kaboré. Non, plutôt Agboyomé. Agboyomé plutôt. Va être le Marc Christian Kaboré, donc de la scène politique au Togo. Mais l'analyse ici, dans cette parution, nous avons parlé aussi de Maître Mohamed Tchassona Traoré comme l'une des forces aussi en présence. Pourquoi? Peut-être ça va paraître bizarre, mais parce que il vient d'une région, c'est-à-dire la région centrale, où le mécontentement a été donc qui a été le terreau du mécontentement contre le régime. Et aujourd'hui, c'est le PNP qui, en réalité, était la tête de proue donc de cela. Mais le PNP s'est retiré du processus. Donc les populations qui sont là n'auront peut-être que pour seule alternative, ou du moins l'une des alternatives, en se disant, bon, nous avons quand même quelqu'un qui connaît nos réalités, qui vient de nos rangs. Peut-être que, à défaut du PNP, on peut toujours lui faire confiance. Donc voilà, mais aussi c'est quelqu'un qui, comme tous les autres, a ses réseaux, a sa façon de faire, et peut-être qu'il peut être le faiseur de roi, pourquoi pas. Mais dans le cas d'Agboyomé, on se demandait s'il va être le Marc Christian Kaboré du Togo. Et tout le monde peut le comprendre parce que on l'a dit, il a été dans le régime, il a été... On verra ce qu'il fera et ce que les autres aussi feront, mais beaucoup de journaux aussi, ça peut sentir sur les trois candidats, à savoir Gnassingbé Faure, Fabre Jean-Pierre Agboyomé Kodjo. La preuve, Arakiri, qui écrit ce matin que les partis unis et MRC, parti bâti et MRC soutiennent déjà Faure Gnassingbé. Et il y a aussi les 18 députés indépendants à l'Assemblée nationale qui ont sorti un communiqué hier pour dire qu'ils soutiennent le candidat Faure Gnassingbé, ce qui amène Liberté à titrer ce matin que les masques des députés pseudo-indépendants tombent. Togo Réveil qui nous rappelle donc également les soutiens des 18 députés indépendants du parti bâti et de MRC. Eh bien, monsieur Adjaï, quand vous preniez tantôt la parole, vous sembliez dire que vous optiez également pour le candidat Faure. Naturellement, oui. Et donc, ces soutiens-là que le candidat Faure est en train de recueillir doit vous faire un peu chaud au cœur. Tout d'abord, je voudrais peut-être revenir sur tout ce qui a été dit précédemment par mes frères journalistes. Je pense que celui qui a parlé en premier, il a bien su relever brillamment les qualités et les forces du candidat Faure Gnassingbé. Je pense qu'en bonne analyse politique aussi, il est intéressant de voir les choses de cette manière. Les élections passées donnent déjà la configuration du prochain scrutin. Quand on a le parti UNIR qui a raflé la majorité des sièges au Parlement, qui a gagné brillamment les élections municipales, naturellement, son candidat est le meilleur champion pour la prochaine présidentielle. Et de deux, je voudrais juste corriger certains points en parlant je suis tout à fait d'accord avec vous sur tous les points forts du candidat Faure Gnassingbé, parce que c'est la réalité. Mais sur le point faible, je voudrais juste resituer les choses dans son contexte. Vous savez, on ne le dit pas assez, mais notre pays, le Togo, est l'un des pays les plus sociaux de la sous-région. Et sous la mandature qui s'achève du président de la République, beaucoup de choses ont été faites dans ce sens. Quand vous prenez le projet School Assure, vous prenez le projet d'inclusion financière, tant de projets de rénovation des plateaux sanitaires, et j'en passe, il y en a tellement. Tout a été mis en œuvre pour vraiment rendre le pays beaucoup plus social. Monsieur Adjaï, nous avons décliné plusieurs fois ces programmes et projets, sauf que le résultat sur le terrain ne conforte pas toujours la richesse des programmes. Je me réjouis aussi que le frère journaliste disait tantôt qu'on vient de loin. Et justement, quand on vient de loin, il faut laisser le temps de vraiment programmer les choses, d'y arriver. Personne n'a une baguette magique pour dire on va résoudre tout le problème du Togo en une journée. Mais consentez que du travail se fait au quotidien et vraiment avec toute l'énergie qui est consentie. Et je peux vous dire, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut davantage faire confiance à la candidature du président de la République pour mener le pays vers l'émergence programmée à horizon 2030. Nous y sommes et il faut que nous tous nous accompagnions cet élan. Le troisième point que je voudrais aborder, je pense que les choses
parle d'elle-même. Quand vous voyez la mobilisation du parti UNIR du nord au sud, vous voyez toutes les forces indépendantes, toutes les forces politiques qui se mobilisent derrière lui. C'est que le consensus, il est général. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. D'ailleurs, j'inviterai tous les autres candidats dans un élan patriote, de se mobiliser aussi derrière lui. Merci donc de Gnassingbé Faure. Venons un peu à Agboyome Kodjo, dont effectivement Arakiri se demandait si Agboyome Kodjo peut être le Marc Christian Kaboré du Togo, c'est-à-dire quelqu'un, un ancien du système, mais qui revient au pouvoir comme opposant. À Agboyome Kodjo, un autre journal comme l'Alternative se demande si Agboyome inquiète réellement le régime de Faure Gnassingbé. Et le même Agboyome que autre journal, le Détective, présente comme l'Alternative et éventuellement. Alors, Firmin Teko Agbo sur Agboyome. Oui, sur Agboyome. Alors, est-ce que vous voyez en lui une éventualité d'alternative? Peut-être en 2015, peut-être 5 ou 6 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas possible. Vous savez, le Togo, c'est le Togo. Le Burkina Faso, c'est le Burkina Faso. Le Sénégal, avec Macky Sall, c'est le Sénégal. Le Togo est tellement compliqué. Vous savez, on ne peut avoir... J'assume ce que je dis. On ne peut avoir de l'alternance dans ce pays sans le concours du pouvoir en place. Ce n'est pas possible. Le jour où il y aura alternance, c'est que le pouvoir a vraiment accepté qu'il y ait alternance. Aujourd'hui, à Agboyome Kodjo, il y a quelque chose. Agboyome Kodjo, dans l'esprit peut-être du pouvoir, Agboyome Kodjo, c'est quelqu'un qui a trahi. Donc, il serait difficile au pouvoir un jour d'accepter que Agboyome, ou qu'on cède le pouvoir à Agboyome Kodjo. D'abord. Mais à ce niveau-là, le seul détenteur souverain du pouvoir qui le décerne à celui-ci, à celui-là, c'est le peuple et pas le système du pouvoir. Voilà, je voulais en parler. Par rapport au peuple, l'électorat d'Agboyome Kodjo, c'est combien? Ce n'est pas possible. L'électorat d'Agboyome Kodjo, c'est combien? Agboyome, sur le plan électoral, n'existe pas. Et puisque vous parlez du peuple, Agboyome Kodjo, quoi qu'il puisse dire, de la manière dont il peut se défendre dans ce pays, les Togolais ont toujours en tête le 25 janvier 1993. Il serait difficile aux Togolais, le peuple même, Agboyome a des problèmes. Sur le plan opposition, regardez, on dit, ceux-là qui les désignent en premier, ce sont ses propres prêts de l'opposition. Sur le plan peuple, il est mal vu. Sur le plan opposition, il est mal vu. Et qui va lui donner le pouvoir? Le pouvoir même, le régime qui est au pouvoir, c'est que ce monsieur n'a pas une bonne audience au niveau de la population, n'a pas une bonne audience au niveau de l'opposition. Donc ce régime peut accepter lui donner... Encore une fois, s'il vous plaît, Firmin, encore une fois, c'est pas le pouvoir en place qui décide de qui la personne une seconde. C'est pas Faure Gnassingbé le pouvoir uni, c'est pas à eux qu'il revient de dire je donne le pouvoir à celui-ci ou à celui-là. C'est encore une fois, c'est le peuple souverain qui ira aux urnes le 22 février prochain. Et également, quand vous évoquez certaines pages, notamment certaines périodes, mais on peut évoquer d'autres périodes également noires à l'encontre du pouvoir. Les Togolais peuvent se rappeler également un certain 5 février 2005. Les Togolais peuvent se rappeler également que Faure Gnassingbé est en train de boucler 15 ans de pouvoir et qu'il est en liste pour 20 ans supplémentaires, ce qui également peut jouer contre le candidat Faure. Oui, vous dites que cela peut jouer contre le candidat Faure. Mais regardez, vous parlez du pouvoir, vous parlez du peuple. Ce peuple-là, dans les urnes, en 2018, en décembre, ce peuple-là a accordé assez de sièges, plus de la majorité de sièges au Parti uni. Ce peuple-là, lors des locales de juin 2019, a dit oui à Faure Gnassingbé de la façon la plus majoritaire. Donc, ce que je voudrais dire, je voudrais pas dire que c'est Faure Gnassingbé ou c'est le pouvoir qui va dire à Agboyome, prenez le pouvoir. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, avant qu'il n'y ait alternance, il faudrait
faudrait certainement le concours du pouvoir qui est en place. Ça va être difficile que le pouvoir se départisse du jeu de l'alternance et que quelqu'un vienne et qu'on organise les élections sans le pouvoir. Merci. Nous avons passé en liste les 10 candidats avec les forces et les faiblesses que vous leur trouvez. Également ceux que vous placez en tête. Mais mon père, dans une tribune, même un appel que vous avez sorti en début de semaine, vous avez adressé des exhortations à tous les candidats, quels qu'ils se déclarent. J'en ai cité quelques petits extraits, mais comme nous avons le plaisir, l'honneur de vous avoir avec nous, voulez-vous d'abord nous rappeler le pourquoi de cet appel que vous adressez à tous les candidats? Dans le studio, je me disais, quand j'écoutais les uns et les autres, même s'ils sont dans leur rôle professionnel, moi je me mets au niveau du peuple et je dis, j'ai donc raison d'avoir écrit aux candidats. Parce que le peuple ne semble pas être au centre de ce qui se dit aujourd'hui à l'antenne. On parle de Fort, on parle de Agbeyome, on parle des 10 candidats. C'est bien, vous êtes dans votre rôle. Mais je peux dire que, a priori, c'est pas ce qui intéresse le peuple. Ce qui intéresse le peuple aujourd'hui, c'est de vivre dans un Togo démocratique. C'est de vivre dans un pays où les droits de l'homme sont respectés. C'est de vivre dans un pays où, le disait, pour ça je dis merci aux journalistes, où ils mangent à leur faim. Quand ils arrivent dans les hôpitaux, ils sont soignés. Je vais me donner un exemple. J'étais à l'étranger dans un pays. J'ai perdu connaissance. Personne ne me connaissait. On m'a évacué, on m'a opéré, on m'a sauvé. Avant même de savoir d'où je viens et qui vous êtes et qui je suis. Dans mon propre pays, si ce qui m'est arrivé à l'extérieur arrivait, je serais enterré depuis. Quand on a ces problèmes et qu'on s'éternise dans Fort, Fabre, tout ça, moi ça me donne des mots de vente. Et je pense que ça révolte le peuple. Parce que quand nous allons dans notre constitution dispose de préambule. Qu'est-ce que le Togolais veut? Il a écrit ça. Là, je ne parle plus en tant que prêtre. Je parle en tant que citoyen. Et nous ne pouvons pas continuer ces débats sans retourner à la loi fondamentale. Les Togolais disent, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu, décidons de bâtir un état de droit dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garanties et protégées. Est-ce que les candidats, depuis celui qu'on dit qu'on ne connaît pas du tout, jusqu'aux candidats d'UNI, ils ont lui intériorisé ça? Ils veulent devenir président, pourquoi? Ils veulent devenir président pour que nous croupissons davantage dans la misère, ou bien ils veulent devenir président pour vraiment incarner ce pourquoi nous existons. Là, je ne suis plus avec la Bible, je ne suis pas avec autre chose, je suis avec la Constitution qu'on a élie, les dispositions, ne serait-ce que de notre préambule. Et il continue, convaincu qu'un état de droit ne peut être fondé que sur le pluralisme politique. Pourquoi on doit dénigrer certains et élever d'autres? Notre état est fondé sur le pluralisme politique. Les principes de la démocratie et de la promotion des droits de l'homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes internationaux de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptés en 1981 par l'Organisation de l'unité africaine. C'est sur ces bases que le peuple proclame la nation. Qu'aucun candidat ne l'oublie. Et on peut se dire, ceux qui se présentent dans le souci de conserver le pouvoir, et ceux qui se présentent dans le souci de conquérir le pouvoir, est-ce qu'ils ont conscience que quand ils vont prêter serment après les élections, ce qu'ils diront, entre autres, est ceci: de nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple, lequel d'eux veut vraiment être président en étant le serviteur du peuple souverain. Si on est serviteur d'un peuple, ça voudrait dire que, je prends l'image de l'évangile de Jésus-Christ, le chef qu'il est, il lave les pieds. Combien d'entre eux savent ce qui se passe au CHU? Combien d'entre eux savent ce qui se passe dans nos villages? On vient de me parler de Scan Togo, on a parlé de Sim Togo. Moi, je connais le Yotor, j'ai travaillé 10 ans dans le Yotor. J'y retourne régulièrement. Combien n'ont pas accès à l'eau potable? Combien de femmes accouchent encore à la maison?
Combien d'élèves sont sous des hangars? Quand il pleut, ils rentrent à la maison. Il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays. C'est révoltant. Il faudrait remettre dans le débat le peuple qui souffre. Voilà pourquoi moi j'ai écrit. Et je voudrais dire aussi à ce peuple que le moment est venu qu'on arrête de nous traiter comme des cons et des imbéciles. Nous serons seuls devant notre conscience quand nous allons voter. Et il faudrait que l'organe en charge des élections respecte notre vote. Et s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est de nous mobiliser légalement, en voyant ce qui est prévu dans le code électoral, pour que ce soit notre vote qui soit respecté, et non, disons, des prévisions, ou bien des études, si scientifiques soient-elles, qui puissent dire que tel ou tel autre candidat va être le candidat de notre bonheur. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous allons décider nous-mêmes qu'on respecte ce qu'on aura décidé dans les urnes. Merci mon pour père. Aller de loin. Vous souhaitez, vous l'écrivez dans cet appel, que les élections soient réellement libres, crédibles et transparentes, que ce soit vraiment le suffrage qui sera proclamé, et vous attirez l'attention des candidats sur l'intérêt supérieur de nos pauvres populations, l'amélioration des conditions de la vie de chaque citoyen en général, et en particulier une sérieuse prise en compte du présent et du futur de nos enfants et de nos jeunes. Et à notre endroit, nous les citoyens, vous demandez aux Togolais de rejeter tout ce que vous qualifiez d'achat de conscience. Oui, je crois que aujourd'hui, la misère matérielle est telle, et ça on connaît, hein, la misère matérielle peut être une stratégie pour maintenir un peuple en situation de dépendance. Et donc, nous sommes déjà, surtout dans le milieu rural, mais aussi en ville, en face de la situation de la grande pauvreté. C'est pas moi qui dis ça. Il faut prendre les rapports, ne serait-ce que le rapport du PNUD et d'autres rapports. Et on sait qu'il y a la grande pauvreté chez nous. Et on peut donner 2000 francs, on peut donner même un t-shirt. Dans un village, on donne un sac de riz, un peu d'huile. Mais il faudrait que même après avoir pris ça, le travail que nous avons à faire, c'est ça. Après avoir pris ça, hein, qu'on ne sommes pas dans ce que j'appelle la misère anthropologique. Parce qu'une chose, c'est la misère matérielle. Et nos ancêtres l'ont dit, même quand il y a la famine, ce qu'on doit manger, on mange ça avec discernement et intelligence. Donc, même si je prends de l'argent, je suis souverain devant l'urne. Et l'argent que j'ai eu à prendre, personne ne viendra me le réclamer chez quelques juges que ce soit. Au moins devant l'urne, quand je vais mettre le bulletin, que je reste fidèle à ma conscience et que je fasse un choix libre. Je pense que c'est ça qui nous intéresse comme peuple. Merci mon père. Je rappelle que l'appel du père à tous les candidats, autant qu'ils sont, circule abondamment sur les réseaux sociaux et dans les colonnes de quelques journaux. Le débat est intéressant, mais vous êtes aussi impatient de nous enrichir davantage. C'est pourquoi nous allons mettre un point de suspension ici. Nous soufflons un peu et puis l'antenne vous sera ouverte et je serai heureux que vous puissiez adresser vos questions directement au père Afognon, au maire Adjaï Kamal ou bien au confrère Marc Aboflan, Firmin Teko Agbo ou bien Olivier Adja. Ils se feront le plaisir, le devoir de vous répondre. 93.5 Canal FM. Eh bien, les lignes sont ouvertes le 22 21 33 114 ou bien le 22 20 1968. Merci d'adresser vos questions directement et de façon bien concise à l'un des confrères ou invités dans ce studio. Déjà un auditeur en ligne? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Johannes. Johannes. Oui. Eh bien, parlez un peu plus fort et nous vous écoutons. Ok, bonjour à vous tous. Bonjour. Le candidat, il y a trois points à évoquer. Prenez seulement un point, il y a d'autres aussi qui attendent en ligne, s'il vous plaît. Au moins 2 points, monsieur ça. Prenez le plus important. D'abord, quand Firmin nous dit que les Togolais ne peuvent pas pardonner à M. Agberoumi, mais qu'il ne parle pas à la place du peuple togolais, qu'il ne parle pas à la place des Togolais. Et puis, on ne pardonne qu'à quelqu'un qui est coupable. En faisant cette déclaration, est-ce qu'il est en train de rendre coupable M. Agberoumi? Moi, je le vois, depuis que ce monsieur est en train de s'expliquer sur les événements du 25 janvier, je ne pense pas qu'il est possible de faire encore de lien entre Agberoumi et cet événement. Deuxième point, rapidement, je me dis, la différence entre Fab aujourd'hui et M. Agberoumi, je me dis, après avoir expérimenté le populisme,
Après que nous ayons expérimenté plusieurs fois le candidat le plus populaire, je me dis qu'aujourd'hui, il est temps d'expérimenter le candidat le plus compétent. Agboyome aujourd'hui est le candidat le plus compétent parmi tous les candidats. Merci, on a compris l'essentiel. Et Firmin, l'ami Johannes vous demande de ne pas parler au nom du peuple togolais, ça c'est d'un. Et de deux, vous semblez culpabiliser Agboyome sur les événements du 25 janvier 92. Non, moi j'ai jamais culpabilisé qui que ce soit. Mais je me dis, quand vous suivez l'intervention d'Agboyome Kodjo devant la CVGR et quand vous voyez un peu ce qui se passe, ce qui se dit dans la masse, vous voyez comment les réactions, et j'ai jamais dit qu'Agboyome est coupable de quoi que ce soit, j'ai jamais dit ça. Maintenant, l'autre chose en ce qui concerne Fabre ou Agboyome, je peux répondre? Donc, allez-y. Quand il dit il faut tenter ou expérimenter avec le candidat le plus compétent, moi ça ne m'engage pas. Il revient au peuple. Il revient au peuple de voter. Moi, je ne suis pas en position. Merci de ramener tout le débat donc au peuple qui, je rappelle, est le seul souverain détenteur du pouvoir ici au Togo. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et c'est monsieur? C'est monsieur Jules Dagoué. Jules Dagoué. Oui. Eh bien, nous suivons. Oui, je voulais poser la question à votre invité, le monsieur le maire. Oui, le maire Adjaï qui vous écoute. Oui, moi, mon inquiétude, c'est les femmes baleuses, les femmes qui balaient, les vieilles qui balaient les routes là. Quelle instruction dans les pays? Est-ce que c'est la mairie ou bien c'est les individus quelconques qui reçoivent le marché et ils traitent les vieilles femmes là comme ça et ils ne les payent pas pendant des mois? C'est mon inquiétude. Merci. Merci. Monsieur le maire. Bonjour monsieur. Merci pour votre question. Je voudrais juste vous rassurer. La radio n'est pas le lieu de discuter des activités concrètes de la mairie, mais je vous dis entièrement que nous traitons ces questions avec beaucoup de précautions. Comme je le disais tantôt, nous sommes dans un mandat social, déjà pas le mandat du président de la République. Il faudrait lever vraiment toute la précarité à tous les niveaux. Donc avec la grande attention, nous traiterons cette question sous peu. Nous sommes déjà en train de la traiter. Et je peux vous rassurer que tout le monde y trouvera ses comptes. Tout le monde sera payé à la fin du mois. Merci. Merci, monsieur le maire. Déjà, vous traitez le dossier avec beaucoup d'attention. Ajoutez-y de la célérité pour les populations également, qui sont nos parents et amis. Bonjour, l'auditeur suivant. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est Sandro. Sandro? Oui. Eh bien, votre question va à qui? Bon, c'est un apport quand même. Ok, allez-y. Oui. La première des choses, moi j'ai dit la dernière fois que pour notre pays, le Togo, on a besoin que des hommes capables d'assurer la transparence dans les élections au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Notre message va à ces gens qui animent ces institutions. C'est à eux de se démarquer de toute situation partisane pour organiser en leur âme et conscience tout ce qui peut apporter du bien à ce peuple. Sinon, l'horizon est un peu sombre si ces gens-là sont en train d'évoluer vers une situation partisane. Pourvu qu'ils nous donnent les résultats tels que cela serait issu des urnes. Là, tout le peuple togolais leur serait reconnaissant. Ça va au président de la CENI et au président de la Cour constitutionnelle. C'est à eux de départir tous les candidats en leur âme et conscience. Sinon, tout ce qui arriverait à ce pays seraient les conséquences de leurs actes qui auraient posé. Je vous remercie. Merci. Mon père, l'auditeur vous rejoint dans vos préoccupations sur la transparence, la crédibilité de tout le processus. Oui, je pense que c'est ce que le peuple attend. Et même cette transparence au niveau du bureau de vote. Parce que c'est la base de tout. Et si les 10 candidats aimaient vraiment ce pays, je les verrais bien entrer dans un contrat de moralité, si je peux ainsi parler, pour dire publiquement qu'ils s'engagent à des élections libres, crédibles et transparentes. Et donner la possibilité au peuple de pouvoir se positionner par rapport à ça. Merci mon père. Un auditeur qui s'impatiente en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Clément. Monsieur? Monsieur Clément. Monsieur Clément. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. J'aimerais m'intéresser à la politique, surtout parler avec monsieur Firmin Agbo. Oui. Déjà, il est en train de dire quelque chose qui est caché dans le subconscient. Il a dit que le pouvoir n'accepterait jamais de donner le pouvoir à Agboyome. En réalité, ça témoigne que ce ne sont pas des élections transparentes qui sont organisées au Togo. Parce que le pouvoir n'a pas
capacité à donner le pouvoir à quelqu'un. C'est le peuple qui vote. Le peuple souverain que nous sommes. Nous allons expérimenter une nouvelle chose. Nous allons expérimenter Agboyome Kodjo et nous sommes sûrs qu'avec toutes ces relations, il va nous amener la victoire et l'alternance pour le peuple togolais en 2020. Ça, nous sommes sûrs. Merci encore une fois, mais essayez autant que possible des positions personnellement partisanes et le débat. Oui, mais le journaliste a été partisan. Oui, bon. Monsieur Firmin Agbo a été partisan et vous l'avez laissé terminer. Donc, vous pouvez lui démontrer le contraire en vous montrant plus impartial. Mais Firmin, vous lui répondez rapidement. Oui, je lui réponds. Vous savez, moi, je suis tellement réaliste que vous n'arrivez pas à me comprendre. Vous savez, ce que je dis. Ce que je dis est très clair. Moi, je dis que le jour où il y aura alternance dans ce pays, il y aura certainement le concours du pouvoir. Vous parlez de l'alternance à Agboyome Kodjo, pas de l'alternance. Je dis, si il y a alternance, il y en aura. Donc, il va falloir que le pouvoir aussi apporte son concours. Oui, mais je m'évertue à vous rappeler encore une fois que le pouvoir appartient au seul peuple souverain qui décide de le confier à celui-ci ou bien celui-là. L'auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Oui. Oui, bonjour, monsieur Saz. Et ça, monsieur? Monsieur Philippe de Gomé. Philippe. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. C'est pour dire que dans tout le monde entier, il n'y a aucun pays qu'on peut dire que toute sa population mange à sa faim. Dans les interventions, les gens ont dit que le peuple togolais ne mange pas à sa faim. Les gens ont pris des semaines pour faire des marches au lieu d'aller au travail. Comment pourront-ils manger à leur faim? Je suis derrière le candidat Agboyome. Je veux que les gens s'unissent pour l'aider. On ne peut pas parler que tout le monde a un passé bon et négatif. Tout le monde. Donc on ne peut pas dire que Agboyome, parce qu'il a fait quoi, et alors là aujourd'hui on peut se baser de ça, dire qu'il ne peut pas être un bon candidat. C'est un bon compétent et parce qu'on peut se mobiliser derrière eux. Merci. Olivier, notre ami nous rappelle que partout, enfin nulle part au monde, tous les citoyens ne mentent pas toujours à leur fin. Oui, c'est vrai. Mais quand même, il faut faire l'effort pour que le maximum de citoyens puisse au moins se suffire. Mais aussi, il faut ajouter que Jésus l'a dit, c'est-à-dire que celui qui n'a jamais péché jette la pierre, et donc le premier la pierre à l'autre. C'est ça. Merci beaucoup. L'auditeur suivant déjà en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Marcel. Marcel. Oui. Eh bien, vous êtes en ligne. Si vous vous rappelez, un jour, je vous avais déjà dit que l'élection de février là, ce serait un match Real de Madrid contre Agaza. Moi, je proposerais que l'argent qu'on prend pour faire ça là, comme le chantier de l'hôpital Pérégrin là a commencé, de laisser ça pour accélérer les travaux quoi. Moi, je ne vois pas l'enjeu qu'il y a dans tout ça. Mais il faut quand même qu'on aille aux urnes et que le peuple se prononce. Oh, bon, non, moi je ne vois pas. C'est pour gâter l'argent seulement. Alors pour vous, c'est qui alors pour vous, c'est qui le Real de Madrid et c'est qui à Gaza? Ah, qui est en blanc? Le blanc, bleu ciel, c'est ça. Tout est garanti, tout est bien ficelé. Bon, un parti qui est bien ancré, s'il vous plaît, ça. Oui. Regardez le parti au pouvoir avant les fiefs de l'opposition. Je vous donne l'exemple de Aneho Bamono. Actuellement, si vous voyez, le parti irait ancré dans ces zones-là. Ça dit qu'il rafle des sièges dans ces zones-là. Allez dans les zones de Palimé allant vers Amou, où le parti uni est bien ancré. Mais on ne trouve pas l'opposition. Mais comment vous trouvez que ces partis d'opposition vont venir? Moi, je ne vois pas quelle magie. C'est par quelle magie? C'est un parti qui a organisé en moins de 2 ans 2 élections. Une élection législative et d'autres communales où il a remporté largement. En moins de 2 ans. C'est avec quelle magie l'opposition viendra? Et pire encore, cette opposition qui est en train de s'entre-déchirer à cette dernière minute. Il ne s'attaque actuellement, l'opposition ne s'attaque même plus au parti au pouvoir. Merci Marcel, on a compris l'essentiel. Mon père, même si les gens ont leur prévision, notre devoir c'est quand même de veiller à ce que l'élection soit bien organisée et que le peuple se prononce. On verra si les prévisions des uns des autres sont confirmées ou pas. Je vais lire quelque chose.
Je ne donne pas le titre. Les fondements d'un bon gouvernement doivent être établis sur la saine base de lois qui protègent les droits et définissent les devoirs des citoyens. Je constate avec une grande tristesse que de nombreuses nations d'Afrique peinent sous des régimes autoritaires oppressifs qui dénient à leurs membres les libertés personnelles et les droits humains fondamentaux, tout spécialement la liberté d'association, tout spécialement la liberté d'association et d'expression politique, de même que le droit de choisir leurs gouvernants au moyen d'élections libres et impartiales. De telles injustices politiques provoquent des tensions qui dégénèrent souvent en conflits armés et en guerre civile. Je viens de citer un homme d'église, c'est Saint Jean-Paul II, dans Ecclesia in Africa, qu'il a rendu public à Yaoundé le 14 septembre 1995. Parce que quand nous parlons, les gens disent, il vient foutre quoi en politique? Voilà un pape qui a parlé. Saint Jean-Paul II, qui est l'un des saints protecteurs du Togo. Qu'on organise des élections qui soient crédibles, libres et transparentes. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chance. C'est monsieur? C'est Benoît d'Atletico. Benoît d'Atletico, nous vous écoutons. S'il vous plaît, ça, oui. Que les auditeurs qui cessent de harceler les journalistes. C'est pas bien. Les journalistes sont là pour faire les analyses. Mais, au lieu d'appeler contribuer, on se met à les critiquer. Merci Benoît. Maintenant, vous-même contribuez. Ouais. Moi, c'est par rapport à la réaction du père. Moi, je dis, un homme de Dieu, il y a certains mots qui ne doivent pas sortir de sa bouche. C'est pas bien. Ah bon? Il est là pour rassembler. Maintenant, il contribue, qui prodigue des conseils spirituels. Maintenant, quand il écrit des mots de révolte et autres, vous avez entendu des mots de révolte dans la bouche de qui aujourd'hui? Oui, mais du père qui faisait cette analyse. Ah bon? Il a dit que ça révolte le peuple. C'est pas bien. Nous sommes tous, moi qui vous appelle, je sais de quoi je parle. Et lui-même, il sait. Mais sur le plateau, lui-même, il y a des mots qui sortent de sa bouche. C'est pas bien. Merci Benoît. Merci. Mon père, vous lui répondez directement? Oui, je voudrais saluer mon frère Benoît et lui dire qu'on n'isole pas une phrase de son contexte et encore moins un mot de la phrase. Je n'ai pas dit que j'appelle le peuple à la révolte. Je pense qu'il y a une question de français, d'expression française là. Il faut qu'il réécoute l'émission, si l'émission est enregistrée, pour voir si je lance un appel à la révolte. Ce qu'il dit est complètement à l'opposé de ce que j'ai dit. Merci. L'émission sera rediffusée ce soir à 23h. Et puis, ce sera également accessible sur les réseaux sociaux. Nous prenons le dernier auditeur, nous faisons le point entre nous ici. Bonjour l'ami. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, c'est monsieur? Monsieur Albert. Monsieur Albert. Oui. Oui, vous êtes quand monsieur Firmin parle de pardon, qui a pardonné à monsieur Faure avant pour qu'il continue à rester au pouvoir? Est-ce que les Togolais ont pardonné à Faure pour qu'il continue à rester au pouvoir et que l'analyse nous parle de pardon à Guillaume? Les morts qu'il y a eu en 2005, est-ce que les Togolais ont pardonné à Faure? Tous les gens, ceux qui ont tiré à chaque fois qu'il y a des manifestations dans ce pays, est-ce que nous avons pardonné à Faure pour qu'il continue à rester au pouvoir? Pourquoi on nous dise que les Togolais ne peuvent pas pardonner à quelque candidat que ce soit pour qu'il arrive au pouvoir? Nous soutenons et nous sommes derrière M. Agboyomi. C'est le candidat le plus compétent. Merci. Vous avez la liberté d'être derrière ou devant, à côté, en haut, en bas d'un candidat. Mais je voudrais juste vous rappeler que le Faure Gnassingbé a initié le processus des consultations nationales qui ont abouti à la commission Vérité, Justice et Réconciliation. La CVJR qui a écouté les Togolais sur les problèmes jusqu'à 2005. Un rapport a été produit que pilote actuellement le HCRUN. C'est pour dire quand même qu'il y a quand même des démarches qui ont été faites pour que les Togolais soldent leur passé et repartent à l'avenir vers de meilleurs pieds. Merci pour vos contributions. Je constate depuis hier que vos interventions prennent l'allure d'opposition de plus en plus partisane, alors que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Vous avez le droit de supporter un candidat, mais faites en sorte que nous fassions un débat
dans lequel tous les Togolais se retrouvent. Cet appel aux auditeurs, mais d'abord à vous ici au studio. Tour de table pour la conclusion. Olivier Adja, ou bien plutôt Firmin Teko Agbo. Je voudrais dire merci, pardon, merci à tous ceux-là qui ont appelé. Moi, je n'ai rien contre personne. Ce que nous voudrions ici, c'est la consolidation d'un état de droit, la construction de la démocratie à laquelle nous attachons beaucoup de prix. Quand les gens parlent de pardon ou quoi, moi, je suis journaliste et donc j'analyse les choses de façon scientifique. Que les Togolais aient pardonné à Faure Gnassingbé ou pas, nous tenons juste aux résultats des législatives et des locales qui sont des résultats scientifiques qui nous servent de fondement dans nos analyses. Donc, avec ces résultats, on peut sentir que les Togolais, majoritairement, ont voté le parti qui est au pouvoir. Ensuite, concernant Agbo Nkodio, je ne dis pas, je ne le rends pas coupable. Moi, je parle juste des faits que nous avons en nos possessions. Merci à tous ceux-là qui sont intervenus. Ce que nous voudrions, c'est que du jour au lendemain ou à l'avenir, que nous ayons un Togo prospère, un Togo épris de paix et de justice. Nous sommes unanimes là-dessus, un Togo paisible, un Togo qui aille vraiment de l'avant pour que nous puissions manger, pas seulement 3 mois, plusieurs fois par jour. N'est-ce pas, Olivier Adja? Non, exactement ça. Il faut dire que l'émission, vous l'avez dit, peut-être que c'est la période qui fait qu'on sent une radicalisation au niveau surtout des auditeurs qui ont du mal à accepter ou bien qui ont moins en moins de mal à accepter, ou plus à plus plutôt du mal à accepter les positions de nous les journalistes. Depuis lundi, j'ai suivi l'émission jusqu'à aujourd'hui et les auditeurs estiment que les journalistes prennent des positions qui ne les arrangent pas et qu'il va falloir améliorer. Oui, nous reconnaissons que il y a des choses à améliorer, mais sachez que le journaliste fait 2 choses. On rapporte l'information, mais aussi on l'analyse. On a notre point de vue, on a nos positions à exprimer. Donc, souffrez que nous construisions la démocratie ainsi en acceptant les opinions, quel que soit donc leur... Mais je vous prie aussi, confrères au studio, d'être autant que possible au-dessus disons, des mêlées partisanes. Macabouflan? Je pense que c'est un défi pour les professionnels de médias, mais aussi pour la population tout entière de faire l'effort de rester au-dessus de la mêlée, parce que les périodes comme celle-ci sont souvent des périodes très délicates. Maintenant, j'ai suivi les auditeurs, j'ai constaté quand même qu'il y a peut-être à la faveur de l'adoubement du prélat, il y a une certaine bonne presse autour de monsieur Agbeyo Mekodio qui se développe. Je pense que c'est de bonnes choses et ça exprime, comme le lisait mon père tout à l'heure, ça exprime peut-être un certain niveau de débat contradictoire qui commence par arriver. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, je voudrais, peut-être pour terminer, en appeler à la Commission électorale nationale indépendante. Parce que quand vous voyez déjà l'allure que prend les débats, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, de tout ce qu'on a pu penser comme désintérêt des Togolais pour la chose électorale, vous comprenez quand même que c'est une élection qui cristallise les attentions. Et cette commission est au centre de l'organisation. Je disais ici il y a quelques jours qu'elle avait posé des premiers pas qui ne rassurent pas quant à une conduite équitable de ce processus. Et je pense que la CENI doit saisir cette occasion-là pour quand même faire un travail de qualité au profit ou en tout cas au service des citoyens. Merci. Eh bien, monsieur le maire Kamara Djaï, que j'espère retrouver dans ce studio sur différentes thématiques, mais pour la conclusion de cette émission. La question était plutôt à l'endroit des journalistes. Je voudrais répondre à l'auditeur qui m'a saisi personnellement en lui disant que cette question qui le taraude est traitée avec grande attention, encore une fois, et célérité, comme vous l'aviez merci d'ajouter la célérité. Et on lui apportera une réponse très, très efficace. Toutefois, je voudrais clarifier aussi un point qui me semble très, très important. C'est que dans le contexte des réformes constitutionnelles et institutionnelles dans lesquelles nous sommes actuellement, qui ont été traités et bouclés à l'Assemblée nationale, le candidat Faure Gnassingbé se présente pour sa première mandature. Le compte à rebours est à 0 pour tout le monde. Donc il est important de le marquer, de le relever dans vos écrits et vos... Nous en avons abondamment déjà débattu. D'accord, d'accord, ça me réjouit alors.
Et je vous rappelle qu'il y a des positions pro et contra sur cet État. On va mais pas nous nous rentrer dans ce fions débat, à la mais Cour je constitutionnelle tiens à ce dans son que arbitrage. C'est le champ de la démocratie. Je tiens à ce que vous le mentionniez parce que c'est très important. En outre, je voudrais aussi conclure en disant un mot à mon père qui a appelé tous les candidats à beaucoup plus de, je dirais, beaucoup plus de sérénité et d'apaiser le climat du pays. C'est très important. Et je voudrais le rassurer en le disant que nous sommes toujours dans cette démarche. Sans paix, on ne peut rien faire. Sans paix, on ne peut même pas programmer des politiques de développement. Donc la paix, c'est un bien précieux. Nous devons vivre en concorde, en toute concorde, en harmonie et en toute fraternité. Et nous y attelons une grande importance. D'ailleurs, nous organisons assez souvent des marches, des manifestations pour la paix. C'est quelque chose qui nous est très cher. Et c'est même représenté dans nos armoiries au niveau du parti. Merci. Et les Togolais souhaiteraient ajouter à cette paix-là une justice sociale, une réelle équité et que chaque Togolais puisse se sentir fier de se dire Togolais. Mon père, votre conclusion? Je voudrais d'abord remercier vous, ici à la radio, et remercier aussi les auditeurs auditrices. Présenter les excuses si un mot a dérangé, parce que je ne suis pas venu pour mettre le feu. Au contraire, je prie le Seigneur pour qu'il accorde aux 10 candidats et ceux que la Cour constitutionnelle va accepter, va valider les grâces nécessaires pour être un candidat capable de penser d'abord au peuple togolais, seul souverain dont ils ne sont que des serviteurs. Et comme je le disais dans mon message, que aucun d'entre nous ne se laisse manipuler pour devenir auteur de violence envers nos propres frères et sœurs togolais, et qu'aucun de nous ne se laisse manipuler pour participer au cours de ce processus à des fraudes. Que la paix, qui est le fruit de la justice et de la vérité, descende en abondance sur notre peuple, sur les candidats et sur chacun d'entre nous. Notamment la CENI, pour que l'élection soit vraiment bien conduite, oui, et que le gagnant soit fier, oui, et que le perdant également ait l'humilité d'en féliciter disons les autres candidats. Tout à fait. Que la vérité des unes triomphe. Bonne et heureuse année. Merci. Eh bien, la dernière tradition, c'est vos cartons de fin d'émission, de fin de semaine. Macabo Flan, en attendant de prendre la route pour Kara, pour les JPO. Mais j'aimerais décerner un carton vert. Carton vert à tous les auditeurs, à tous ceux qui sont des consommateurs de l'information, à tous ceux qui n'apprécient pas forcément notre travail, à tous ceux que nous heurtons dans notre manière de travailler, à tous ceux-là aussi que nous adoubons des fois et qui, pour la plupart, le prennent sportivement. Merci. Firmin Tego Agbo. Carton vert à tous ceux qui souffrent, au peuple togolais, à ceux-là qui n'arrivent pas à s'assurer 3 repas par jour. Que Dieu les bénisse. Merci. Olivier Adja. Un carton vert à un jeune tatoueur dont nous avons fait le portrait et qui dit que nous faisons des tatouages sur les cuisses des femmes. Et voilà, je vous invite à découvrir. C'est à lire dans Harakiri. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je voudrais que nous tous ensemble, nous décernions carton vert au Club de la Presse pour 2 sujets. Nous savons que pour un article, pour une chronique qu'il a sorti sur Jean-Pierre Fabre, M. Fabre a porté plainte contre Firmin Tego Agbo. L'affaire est en justice. Et aujourd'hui, malgré cela, Firmin Tego Agbo, dans son analyse, a parlé de tous les candidats, dont de M. Fabre, dans ses forces et dans ses faiblesses. L'autre fait, c'est que, également pour un fait de presse, de Macabo Flan, M. Adjaï Kamal a porté plainte contre Macabo Flan. L'affaire est en justice et par le miracle du Club de la Presse, voilà Macabo Flan assis en face de Kamal Adjaï. Les deux ont fait un débat que vous avez écouté. Eh bien, je me fie à la providence pour que ces plaintes en justice
Je pense que ça appartient au passé, c'est un frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, bonne fin d'émission à nous tous. Bon appétit. Il y a une troisième mi-temps. Professionnalisme aussi. Il y a une troisième mi-temps qui va se faire ici au Club de la Presse, en interne à Canal FM. Pour les autres, bon week-end. Mais vraiment, nous, les apprentis catholiques, cette cérémonie de prise de possession canonique avec Monseigneur Bariga demain. Et bon week-end. Et puis, que nous nous retrouvions le lundi prochain à 11h, si Dieu le veut. Et mon Père, Dieu le voudra certainement. Certainement. Que le Père bénisse. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne d'être des artisans de paix par la justice et la vérité. Amen, amen, amen.